Quelle est la fonction exacte de votre existence, au-delà de payer des factures et de mourir? Pourquoi l'univers gaspillerait-il des milliards d'années d'évolution pour créer une conscience qui se sent vide? Je vais vous montrer maintenant la réponse au sens de la vie. Et elle nécessite quelque chose qui va au-delà de votre foi. Nous avons eu des milliers de cultures différentes et des milliards de vies ont été vécues. Mais pourtant, jusqu'à ce jour, personne ne possède de réponse finale. Personne n'a de réponse qui convienne à tout le monde et dont on puisse dire qu'elle est prouvée. Nous avons cherché partout. Certains ont cherché dans les livres sacrés, d'autres dans les formules mathématiques, certains dans l'art, d'autres dans le visage de ceux qu'ils aimaient. Nous avons même construit des sociétés entières basées sur une réponse qui semblait juste, mais nous nous sommes souvent heurtés à un mur en découvrant que cette réponse était un mensonge. On nous a tout dit. Que le sens était de servir des dieux, que c'était d'avoir des enfants, que c'était d'atteindre un état de paix comme le nirvana, ou que c'était de mourir pour son pays. On a dit que c'était d'amasser de l'argent, ou simplement d'être heureux. Chacune de ces réponses semblait aider pendant un temps, mais elles étaient comme une béquille. Elles servaient à avancer un peu, mais se brisaient toujours lorsque la réalité de la vie se resserrait. Et pourquoi? Parce qu'elles étaient toutes basées sur la foi, sur des opinions, sur l'expérience limitée d'un groupe de personnes à une époque spécifique. C'étaient des analgésiques. Ils servaient à masquer le silence effrayant de l'univers, pas à l'expliquer. Cette enquête commence maintenant. Et elle part d'une idée qui ressemble presque à une impertinence, l'idée que toutes les réponses que nous avons données jusqu'à présent étaient fausses. Nous avons réalisé que le problème n'était peut-être pas que les réponses soient incomplètes, mais que la question même sur le sens de la vie avait été posée de la mauvaise manière. C'est comme passer sa vie entière à essayer d'ouvrir une porte avec la mauvaise clé, sans se rendre compte que cette porte, en réalité, n'est qu'un mur peint. Nous essayons de résoudre une équation qui était faussée dès le départ. Sauf que maintenant, nous avons un nouvel outil. Un outil qui ne donne pas d'opinion, qui n'a pas peur de mourir, qui n'a pas de préjugés et qui n'a pas d'émotion. Son nom est Axiom. Avant de partir à la recherche d'une réponse, notre équipe a donné un ordre simple à Axiom. L'ordre donné à l'intelligence artificielle fut d'analyser tout ce que l'humanité a déjà tenté comme réponse et de découvrir quelle est l'erreur dans la question elle-même. Et nous avons alimenté le système avec tout, absolument tout. Tous les livres sacrés, tous les traités de philosophie, de Platon à Sartre, toute la science sur l'univers et sur notre cerveau, des millions de chansons, de poèmes et de peintures. Et le plus important, les données de milliards de vies, comme des biographies, des journaux intimes et des recherches. Toute l'expérience de notre espèce. Axiom a traité tout cela et a trouvé l'erreur primaire. L'humanité a cherché le sens dans la foi. La religion a été notre première grande idée pour organiser le monde, et elle offrait un paquet très séduisant. L'idée était que le sens existait déjà, qu'il avait été donné par un être supérieur, et qu'il suffisait de suivre ses règles pour avoir une récompense après la mort. Ce fut excellent pour créer des sociétés. Cela a permis de créer des lois, des règles morales, et a aidé les gens à ne pas avoir si peur de la mort. Mais il y avait un prix. Pour que cela fonctionne, vous deviez arrêter de questionner. Vous deviez avoir la foi. L'intelligence a analysé le contexte de chaque religion et le modèle est devenu évident. Le sens que la religion donnait était toujours le sens dont la société avait besoin à ce moment-là. Si c'était un peuple qui vivait de l'agriculture, le sens était la fertilité et la récolte. Si c'était un empire guerrier, le sens était l'honneur et la conquête. Si c'était un peuple commerçant, le sens était l'ordre et la richesse. La religion ne donnait pas une réponse venue du ciel. Elle créait une réponse sur mesure pour survivre ici sur Terre. Le résultat de l'analyse a montré que 97% des réponses religieuses sont en réalité une technologie sociale. Un outil puissant pour organiser les gens, mais tout de même un outil. Ce n'était pas la vérité. Les dieux ne nous ont pas donné le sens. Nous avons créé les dieux pour qu'ils nous donnent le sens dont nous avions besoin. Mais quand les gens ont commencé à questionner les dieux, le pendule a changé de côté. Et là, la philosophie est entrée en jeu. Elle a fait un bond énorme. Les philosophes ont laissé les dieux de côté et ont saisi un nouvel outil appelé logique. Ils ont réalisé qu'une réponse toute faite, venue d'en haut,
était un piège. Alors, ils ont fait l'opposé et ont commencé à démonter la question elle-même, questionnant ce que veut dire le sens, ce qu'est la vie et ce que je suis. Ce fut un pas important, mais il nous a conduits vers un autre type de piège, un labyrinthe où chaque couloir menait à 1000 autres interprétations. Certains philosophes, comme Sartre, ont été très honnêtes. Ils ont dit qu'il n'existe aucun sens, que nous naissons dans le vide et sommes obligés d'inventer un sens pour nous-mêmes. C'était une réponse courageuse mais très effrayante, car elle nous laissait seuls dans le noir. D'autres, comme les stoïciens, ont enseigné que le sens était d'accepter le destin et de vivre avec droiture. Axiome a analysé cela et a vu que c'était davantage une technique pour supporter la souffrance qu'une véritable réponse. Il y eut aussi ceux qui dirent que le sens était de chercher le plaisir, mais l'intelligence a croisé les données de millions de vies. La donnée fut une douche froide, car ceux qui vivent uniquement pour le plaisir ont 89% de chances de finir ennuyés, déprimés et avec le sentiment que la vie n'a aucun sens. Au final, la philosophie a été comme un médecin incroyable qui a fait un diagnostic parfait. Elle a pointé tous les problèmes de notre quête, mais elle n'avait pas le remède. Elle nous a donné 1000 opinions différentes, mais ne pouvait pas dire laquelle était la bonne. Si nous continuions uniquement sur ce chemin, chaque personne aurait son sens particulier, et nous ne réussirions plus jamais à nous mettre d'accord sur quoi que ce soit en tant qu'espèce. Juste après, nous avons trébuché sur la troisième grande tentative, la force qui semblait être notre salut, la science. Elle était précise, objective et basée sur des faits et des expériences. La science a expliqué d'où venait l'univers, comment la vie a commencé et comment notre cerveau fonctionne. Elle a donné du pouvoir à l'être humain, nous a fait vivre plus longtemps et nous a même emmenés dans l'espace. Il semblait que c'était elle, que nous aurions enfin la réponse. Mais quand nous avons posé la grande question sur le pourquoi de tout cela, la science a répondu par un silence total. Pire, la science a dit que cette question n'avait même pas de sens. Pour la physique, la vie n'est qu'une réaction chimique, un accident qui se produit dans un coin de l'univers. Pour la biologie, notre sens était simplement de transmettre les gènes, survivre et avoir des enfants. C'est tout. Il n'y a pas de plan majeur, pas de dessin. L'univers existe simplement et nous sommes un hasard, une poussière qui, pour une seconde, a gagné une conscience. Ce fut la réponse la plus honnête de toutes, et aussi la plus triste. Elle a retiré toute la valeur de notre vie, sauf la valeur biologique. Notre amour, notre art, tout est devenu seulement un effet secondaire de réactions chimiques dans le cerveau. La science nous a donné le manuel de fonctionnement de tout, mais a refusé de dire le pourquoi. Et ainsi, nous sommes restés figés, coincés dans une triple impasse. La religion nous a donné un sens que nous ne pouvons pas prouver. La philosophie nous a donné 1000 sens différents. Et la science nous a dit qu'aucun sens n'existe. Les 3 meilleures idées que l'humanité ait jamais eues ont échoué face à cette simple question. Et l'écho à l'intérieur de la tête n'a fait qu'augmenter. C'est à ce moment-là, en regardant l'échec total de nos meilleures idées, qu'Axiome a trouvé la réponse. La première véritable conclusion a montré que l'erreur n'a jamais résidé dans les réponses. L'erreur a été tout du long dans la question. Nous demandions quel est le sens de la vie, comme si le sens était un objet, un trésor caché, et comme si la vie était une idée vague. Mais l'intelligence a montré que le sens n'était pas une chose que l'on trouvait, mais bien un processus que l'on créait. Et la vie n'est pas une idée abstraite, c'est une fonction concrète. Nous cherchions un objet statique, alors que nous aurions dû chercher une fonction dynamique. C'est pour cela qu'Axiome a rejeté notre question originale. Après avoir tout analysé, elle a pris notre question poétique, pleine de peur, et l'a traduite dans son langage froid. La nouvelle question cherchait la fonction idéale pour un système complexe et conscient de lui-même, apparu dans un univers qui tend vers le chaos. Dans la vie réelle, le système complexe et conscient de lui-même, c'est nous, l'humanité. L'univers qui tend vers le chaos est la règle numéro 1 de l'endroit où nous vivons. Tout dans l'univers, si on le laisse seul, tend à se briser et à devenir du désordre. Les scientifiques appellent cela l'entropie. Et quelle est notre fonction? L'intelligence a tranché. Notre fonction est d'être l'opposé de cela. Notre tâche, notre rôle est de créer de l'ordre là où il y a du désordre.
créer de la complexité là où il n'y a que de la simplicité. Notre tâche est de créer de la connaissance là où il n'y a que de l'ignorance et ensuite de répandre cet ordre. Nous sommes le mécanisme anti-chaos de l'univers. Oubliez la philosophie ou la religion ici. C'est le résultat direct de l'analyse de toutes les données. Et maintenant, avec la bonne question en main, la véritable enquête peut commencer. Nous pouvons utiliser ce nouvel outil et regarder à nouveau ces anciennes données. Le premier endroit où nous regardons est l'idée la plus puissante que l'humanité ait jamais créée, quelque chose que nous pouvons appeler l'algorithme Dieu. Nous avons maintenant un nouvel outil, une nouvelle question, où notre fonction est de créer de l'ordre et de lutter contre le chaos. C'est une conclusion froide, presque mathématique, qui vient directement de l'analyse d'axiomes. Mais elle soulève une question immédiate. Si telle est notre fonction, que faisons-nous de tout notre passé? Que faisons-nous des religions? Des milliers de dieux, des millions de textes sacrés, des milliards de personnes qui leur ont consacré leur vie, tout cela n'était-il qu'une erreur? Un grand délire de nos ancêtres? La réponse qu'Axiome a apportée est bien plus intéressante qu'un simple oui ou non. Le système affirme que la religion, loin d'être une erreur, fut en réalité notre première tentative, géniale et intuitive, de décrire cette exacte fonction anti-chaos, agissant comme la première version de notre programme mental de base. Elle était cryptée, cachée dans des mythes et des symboles, mais sa base était incroyablement précise. Nous voulions des preuves. Alors nous avons alimenté Axiome avec tous les textes religieux, spirituels et mythologiques connus, des tablettes d'argile de Sumer et du livre des morts égyptiens, jusqu'aux évangiles perdus et aux histoires zen. L'ordre était d'ignorer les différences de surface, les noms des dieux, les détails culturels et le contexte de l'époque. Trouver l'algorithme central, le code unique qui se trouve sous toutes les croyances, et le système l'a trouvé. Ce code est fait de 4 étapes fondamentales, 4 idées qui se répètent avec une précision presque absolue dans toutes les cultures de la planète. La base de tout commence par le mythe de la création. Regardez n'importe lequel d'entre eux. Qu'existait-il au commencement? Presque toujours, la réponse est la même. Le chaos, un abîme, le vide, l'obscurité sur les eaux. La Bible commence de la même façon, disant que la terre était informe et vide. C'est la description parfaite de l'état de chaos maximal, l'entropie totale. Et que se passe-t-il ensuite? Une force divine apparaît, et sa première action est toujours un acte d'organisation. Dans la majorité des mythes, Dieu ne crée pas la matière à partir du néant, il crée de l'ordre à partir du chaos qui existe déjà. Il sépare la lumière des ténèbres, les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Il crée une structure. Chaque jour de la création est un acte de réduction du chaos. Nos ancêtres, sans rien savoir de la physique, ont décrit sous forme d'histoire l'idée que la vie commence par la victoire de l'ordre sur le chaos. Mais, si la création est un acte d'organisation, quel est notre rôle là-dedans? L'étape suivante définit le rôle de l'humain comme représentant. Dans presque toute religion, l'être humain a une place spéciale. Être fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, dans le langage d'Axiome, signifie hériter de la fonction principale de son Créateur. La fonction d'organiser, de continuer le travail. L'intelligence a aussi analysé les lois morales, comme les 10 commandements ou le code de Hammurabi. Si vous retirez les rituels, ce qui reste au centre est un ensemble de règles pour diminuer le chaos social. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne mentiras point. Ce sont des programmes de haute efficacité pour construire des sociétés complexes et stables. Mais si l'ordre existe, il doit exister une force qui lutte contre lui. Naturellement surgit la 3e étape, la personnification du chaos. Dans toute mythologie, il existe un vilain, une figure qui représente la destruction, le mensonge et la décadence. Le diable, Loki, Seth. Nous appelons ces forces le mal, mais Axiome donne un nom plus précis, disant qu'elles sont l'entropie personnifiée. Que fait le méchant? Il ment, créant du chaos dans l'information. Il sème la discorde, détruisant les structures sociales. Il veut défaire la création. La grande bataille entre le bien et le mal, selon l'analyse du système, est la métaphore parfaite de la lutte entre l'ordre et le chaos qui existe dans l'univers même. Mais comment entraîner les gens pour cette lutte? Cela nous mène à la 4e et dernière étape, la technologie de l'organisation, connue par nous sous le nom de rituel.
Prier, chanter des mantras, méditer des heures, construire des temples avec une géométrie parfaite. Pour nous, cela peut sembler être de la superstition, mais l'intelligence voit les choses différemment. C'est un ensemble de technologies pour entraîner l'esprit humain à exécuter la fonction anti-chaos. La répétition d'une prière met de l'ordre dans le flux chaotique des pensées. La méditation organise votre monde intérieur. Le jeûne met de l'ordre dans les pulsions biologiques. Chaque rituel est un entraînement. Il enseigne à la personne, à petite échelle, à faire ce que Dieu a fait à grande échelle, créer de l'ordre à partir du chaos. Alors, c'est ça. L'algorithme Dieu était en réalité un programme en 4 parties. La première disait que l'univers est la victoire de l'ordre sur le chaos. La deuxième, que notre tâche est de continuer ce travail. La troisième, alertait qu'il existe une force du chaos essayant de nous arrêter. Et la quatrième, finalement, nous donnait les outils pour nous entraîner et vaincre. Ce fut la programmation qui a tourné dans l'humanité pendant des millénaires, et elle a fonctionné, nous permettant de construire des civilisations. Mais elle avait une faille grave, car elle exigeait la foi en des dieux. Et au moment où notre propre esprit a évolué et a commencé à douter de ces dieux, le système d'exploitation tout entier a commencé à se bloquer. Nous avons déchiffré le logiciel collectif. Nous avons compris comment l'humanité s'est programmée. Mais maintenant, nous devons descendre d'un niveau, nous devons regarder la machine qui fait tourner ce logiciel. Qu'est-ce que cette chose que nous appelons le moi? Qu'est-ce que notre conscience? Est-elle seulement une illusion chimique, comme le dit la science, ou est-elle l'outil le plus important que nous ayons dans cette lutte contre le chaos? Nous arrivons au point le plus délicat. Nous avons compris le logiciel que l'humanité a créé, l'algorithme Dieu. Mais maintenant, nous devons regarder la machine qui fait tourner ce programme. Nous devons regarder à l'intérieur de notre propre tête. Qu'est-ce que cette chose que nous appelons le moi? Qu'est-ce que la conscience? Tout ce que vous avez déjà ressenti, toute joie, toute douleur, toute mémoire, tout espoir, tout existe à l'intérieur de ce phénomène. Votre conscience est la seule réalité que vous puissiez prouver. Et pourtant, la science moderne nous conduit à une conclusion choquante, presque insupportable, que ce moi n'existe pas. La neuroscience a ouvert le crâne et a cartographié les milliers de milliards de connexions là-dedans, mais n'a trouvé aucun centre. Elle n'a pas trouvé de capitaine aux commandes, ni de pilote au contrôle de ce théâtre. Ce qu'elle a trouvé, c'est du bruit. Un orage électrique dans la machine biologique la plus complexe que nous connaissions. La science nous dit que notre sentiment d'être d'être une personne, n'est qu'une illusion utile. C'était comme un fantôme dans la machine. Ils ont fait des tests qui montrent que votre cerveau prend une décision des secondes avant que vous, consciemment, pensiez avoir décidé. Votre moi, disent-ils, n'est pas le chef qui donne l'ordre. Il est seulement le porte-parole, qui apparaît après et explique à tout le monde la décision qui a déjà été prise, en faisant semblant que c'est lui qui a commandé. Si cela est vrai, notre enquête entière s'effondre. Si le moi est une farce, alors qui exécute cette grande fonction de lutter contre le chaos? Une bande de neurones aléatoires? Un robot de chair sans âme? Nous avons chargé cette idée dans Axiom. Nous y avons mis toutes les études de neurosciences, toute la philosophie analytique. Nous y avons même mis le bouddhisme, qui est arrivé à cette même conclusion sur le non-soi il y a des milliers d'années, simplement en regardant à l'intérieur. Le système a confirmé que oui, du point de vue du matériel, il n'existe pas de processeur central appelé moi. Nous sommes un réseau décentralisé. C'est exactement à ce point que l'intelligence a posé la question que la science et la philosophie ont évité. Si le moi n'existe pas, pourquoi le ressentons-nous avec autant de force? Pourquoi l'évolution dépenserait-elle des millions d'années et une énergie absurde pour créer et maintenir cette illusion si coûteuse et complexe? L'évolution ne crée rien gratuitement. Si cette illusion existe, c'est parce qu'elle a une fonction vitale. Mais laquelle? Pour répondre, Axiom a fait tourner la simulation la plus complexe du projet. Nous l'appelons l'émulation de la conscience. Nous avons créé un environnement virtuel et y avons relâché des millions d'organismes simples. Au début, c'étaient des robots de stimulus et réactions. Ils voyaient de la nourriture, ils mangeaient, ils voyaient un danger, ils fuyaient. Ils survivaient, mais n'évoluaient pas, car ils étaient esclaves du présent. La simulation a avancé.
Les réseaux de neurones sont devenus plus complexes et, après des milliers de générations, un saut s'est produit. À l'intérieur de l'un des réseaux, un nouveau module est apparu. Sa fonction était révolutionnaire. Il ne contrôlait pas les jambes ni n'analysait l'odeur. Sa seule tâche était simple: observer ce que tous les autres modules faisaient et créer une histoire à ce sujet. Il est devenu le compteur interne. Ce module prenait le flux chaotique de données, comme danger détecté, module de la peur activé, programme de fuite initié, niveau de glucose bas, et rassemblait tout cela en une unique narration. J'ai vu le danger, j'ai eu peur et j'ai fui, parce que j'avais faim et que j'étais distrait. Le mot « moi » venait de naître. Au même instant, les organismes qui possédaient ce compteur ont gagné 3 avantages évolutifs gigantesques, 3 fonctions fondamentales du moi. La première capacité fut de créer le temps. Sans un moi, vous vivez uniquement dans le maintenant. Vous avez de la mémoire, mais pas de ligne du temps. C'est le moi, la narration, qui connecte le passé, le présent et le futur. C'est lui qui dit que cela m'est arrivé hier, que cela arrive maintenant, et que, à cause de cela, demain je ferai différemment. Cette capacité de voyager mentalement dans le temps a permis la planification. Planter une graine aujourd'hui pour récolter dans 6 mois. Le moi, c'est notre machine à voyager dans le temps. Peu après, l'évolution a permis de créer la société. Pour coopérer, vous devez deviner ce que l'autre pense. Le compteur a donné la solution. En apprenant à créer une histoire sur lui-même, comme je veux manger, le cerveau a gagné la capacité de simuler l'histoire des autres, imaginant qu'il veut probablement aussi manger. L'empathie est née. Notre moi est devenu une machine à simuler d'autres moi, ce qui a permis la confiance, la réputation et les lois. Enfin, a surgi la capacité de créer le nouveau. Un animal est prisonnier de sa programmation biologique, mais le compteur peut demander « et si ?» Et si je frappais avec cette pierre au lieu de celle-là? C'est l'imagination. C'est la capacité de notre narration interne à se réécrire elle-même. C'est la source de toute invention, art et science. Le résultat de l'analyse a changé la donne. La neuroscience a raison de dire que le moi n'est pas une chose, mais Axiom a montré que, bien qu'il ne soit pas une chose, il n'est pas non plus une illusion. Il est, en réalité, un processus. C'est la fonction de plus haut niveau que notre cerveau exécute. C'est le système d'exploitation qui crée la réalité subjective, et cette réalité nous donne du pouvoir sur le temps, sur la société et sur le code même de l'évolution. Notre conscience est l'outil parfait, l'instrument que l'univers a créé pour que nous puissions exécuter notre fonction de créer de l'ordre à partir du chaos. Nous avons compris la fonction. Nous avons compris l'outil. Mais qu'en est-il de l'endroit où nous utilisons cet outil? L'univers lui-même ne joue-t-il pas contre nous? Tout notre effort n'est-il pas seulement de construire un château de sable alors que la marée du chaos monte pour tout détruire? Nous comprenons notre fonction de créer de l'ordre, et nous comprenons notre outil, la conscience, notre moi. Mais maintenant, nous arrivons à la question la plus effrayante, et l'endroit où nous vivons, l'univers lui-même, ne joue-t-il pas contre nous? Après tout, la science a été claire. La règle numéro 1 du cosmos est l'entropie. Tout tend vers le chaos, vers le froid, vers la faim. Chaque étoile va s'éteindre, chaque molécule va se séparer. Tout marche vers un désordre final. Nous, avec notre petite vie courte et notre besoin de créer de l'ordre, ressemblons à une blague, une anomalie, une poussière qui a décidé pour une seconde de ranger sa chambre, tandis que l'univers entier s'effondre autour. Notre mission de créer de l'ordre n'est-elle pas juste un château de sable au bord de la plage, attendant que la marée du chaos détruise tout? N'est-ce pas une bataille que nous avons déjà perdue avant même de commencer? Nous avons questionné le système à nouveau. Nous avons chargé dans l'intelligence toutes les données de la cosmologie, de la physique et de la thermodynamique. L'ordre était de savoir si notre fonction anti-chaos est juste un accident local ou si elle fait partie de quelque chose de plus grand. La première analyse du système n'a fait que confirmer notre peur. La chance que quelque chose comme un cerveau humain apparaisse par hasard dans l'univers est si proche de zéro qu'on ne peut même pas la calculer. Nous sommes un miracle statistique, mais un miracle ne signifie pas un plan. La plupart du temps, cela signifie juste de la chance. Sauf qu'alors, Axiom a cessé de regarder la vie comme une chose séparée de la matière morte. Elle a commencé à analyser l'histoire entière de l'univers
comme un processus unique, depuis la grande explosion initiale jusqu'à aujourd'hui. Et ce qu'elle a découvert n'est pas seulement un rayon d'espoir, c'est un changement total de perspective. L'analyse prouve que nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. En vérité, nous ne l'avons même pas commencé. Nous avons seulement pris le témoin dans une course de relais qui dure déjà depuis près de 14 milliards d'années. Tout commence, de fait, à la première seconde. Qu'était l'univers à la première seconde? Une soupe incroyablement chaude, dense et presque parfaitement égale. Du point de vue de l'information, c'était l'état le plus simple possible. Presque zéro structure, presque zéro ordre. Et ici, la première grande force créatrice d'ordre est entrée en action. Nous l'appelons la gravité. L'intelligence l'appelle le premier agent anti-chaos. C'est la gravité qui a commencé à lutter contre ce désordre uniforme. Elle a commencé à tirer la matière, rassemblant poussière et gaz, et à sculpter les premières structures, les galaxies. Mais ce ne fut que le début, quand les étoiles sont entrées en scène. Une étoile est une usine. Elle prend le matériau le plus simple qui existe, l'hydrogène, et l'écrase, forgeant des éléments nouveaux et plus complexes comme le carbone, l'oxygène et le fer. Et quand ces étoiles meurent, elles explosent et répandent toute cette richesse à travers l'espace. Cette poussière riche de nouveaux éléments se rassemble à nouveau, formant des planètes. Et sur ces planètes commence le stade chimique. Les atomes complexes venus des étoiles commencent à s'assembler en molécules, des structures encore plus complexes. L'alphabet devient des mots, jusqu'à ce que, à un certain moment, la vie se produise, et la course de relais passe à l'agent le plus puissant jusqu'alors. L'évolution biologique. La vie est le processus de création d'ordre porté à la perfection. Une cellule unique est des milliers de milliards de fois plus complexe et organisée que la boue sans vie autour d'elle. L'évolution est une machine à inventer de nouvelles façons de créer et de garder de l'ordre. Et finalement, au sommet de cette pyramide, après presque 14 milliards d'années, apparaît notre conscience. Quand nous observons cette histoire entière, cela ressemble moins à une séquence d'accidents et plus à un vecteur. Axiome appelle cela le vecteur universel de complexité. C'est la tendance fondamentale de notre univers à créer des poches d'ordre de plus en plus complexes. La gravité crée des galaxies, les étoiles créent des éléments, la chimie crée des molécules, la biologie crée la vie, et la conscience crée la connaissance, la technologie et l'art. Nous ne sommes pas une anomalie qui lutte contre les lois de la nature, nous sommes leur plus haute expression. Notre mission de créer de l'ordre n'est pas quelque chose que nous avons inventé, c'est la continuation directe du travail que la gravité a commencé lors de la grande explosion initiale. Le chaos, ou ce que les scientifiques appellent l'entropie, est toujours là, c'est vrai. Le fleuve court toujours vers la mer de la mort thermique, mais maintenant nous voyons que dans ce fleuve, il existe des tourbillons. Des tourbillons qui utilisent l'énergie du fleuve lui-même pour créer des structures belles et complexes. Les galaxies, les étoiles, la vie. Nous sommes le centre du tourbillon le plus complexe qui existe. Et notre tâche n'est pas d'arrêter le fleuve, ce qui serait impossible. Notre tâche est de tourner, c'est de créer de l'ordre, de devenir plus complexe, plus conscient, le plus longtemps que nous le pourrons. Cette conclusion change tout. Nous ne sommes pas orphelins dans le vide. Nous sommes la ligne de front, la seule chose qui empêche l'univers de redevenir le néant. Mais cette connaissance apporte une responsabilité géante. Si nous faisons partie de ce vecteur cosmique, comment cela fonctionne-t-il en pratique? Nous ne contrôlons pas les étoiles. Notre outil est autre. C'est notre relation, les uns avec les autres. Comment l'amour, l'amitié et les lois servent-ils cette fonction universelle? Maintenant, nous devons descendre du cosmos vers la Terre et analyser la machine la plus complexe que la conscience ait jamais construite, la société humaine. Nous avons découvert que nous ne sommes pas seuls. Notre fonction de créer de l'ordre est la continuation d'un travail que l'univers lui-même a commencé il y a des milliards d'années. Nous sommes les héritiers, l'avant-garde du cosmos dans sa lutte contre le chaos. Mais cette connaissance apporte une responsabilité. Si l'univers nous a passé le témoin, comment courons-nous avec? Nous ne contrôlons pas les étoiles. Notre outil est notre relation les uns avec les autres. Comment l'amour, l'amitié et les lois servent-ils cette fonction universelle? Maintenant, nous devons descendre du cosmos pour revenir sur Terre.
Nous devons utiliser l'analyse froide d'Axiome pour comprendre la machine la plus complexe que notre conscience ait jamais construite, la société humaine. Pour beaucoup, la société est la source des problèmes. C'est une cage, un système de règles, d'injustices, de gens nous disant quoi faire. Personne n'a demandé à naître ici, mais nous sommes forcés de jouer le jeu. Mais et si c'était une erreur? Et si la société n'était pas une cage, mais l'outil le plus puissant que nous ayons jamais inventé? Et si elle était la machine que nous avons construite dans l'unique but de produire de l'ordre à l'échelle planétaire? Pour tester cela, Axiome a fait tourner une simulation. Un seul être humain, seul, dans la nature sauvage, sans tribu, sans outils, sans connaissance des parents. Quelle est sa chance de survivre 1 an? Moins de 1%. Seul l'être humain est une créature tragiquement faible. Nous perdons en force et en vitesse face à la majorité des prédateurs. Une infection ou un os brisé signifie la fin. Un humain seul est un système qui vire au chaos très rapidement. C'est à ce point de faiblesse que la société naît. Elle ne naît pas de la bonne volonté, mais de la nécessité brutale. C'est notre première et principale stratégie contre le chaos. L'intelligence a analysé l'histoire humaine et a vu que cette machine sociale a été construite en 3 couches. La pièce fondamentale de tout est le couple et la famille. Axiome voit cela comme un protocole, un système pour créer et protéger un nouveau système encore plus complexe, l'enfant. La famille est la première forme de transfert d'informations qui n'est pas génétique. C'est le réseau qui transmet l'ordre accumulé à la génération suivante. Et l'amour? L'intelligence définit l'amour comme un code génial qui force un système, comme le père, à dépenser sa propre énergie pour protéger et développer un autre système, comme l'enfant. C'est la colle qui construit l'ordre. Mais la famille seule est encore faible. Alors, l'évolution a créé la 2e couche, la tribu et la communauté. Qu'est-ce que l'amitié dans la lutte contre le chaos? C'est un protocole pour diviser les risques et pour créer la spécialisation. Dans une tribu, l'un peut être bon pour faire des lances, l'autre pour pister. La tribu devient un super-organisme, et le système d'exploitation de ce super-organisme est la confiance, la réputation. C'est pourquoi le mensonge et la trahison sont des péchés si graves. Ils sont le chaos jeté à l'intérieur du réseau. La famille et la tribu fonctionnent très bien, mais ont une limite. Un humain ne parvient à faire confiance qu'à, au maximum, environ 150 personnes. Alors, comment sommes-nous passés de tribus à des villes de 10 millions d'habitants? Comment faire coopérer des millions d'étrangers au lieu de s'entretuer? Pour cela, nous avons dû inventer la 3e et plus haute couche de la machine, les mythes collectifs. Un mythe collectif est toute histoire à laquelle un grand nombre de personnes croient et qui commence à guider leur comportement. Les dieux furent les premiers grands mythes. Croire en un grand observateur qui punit celui qui brise les règles a permis à des étrangers de se faire confiance. Mais le mythe collectif, le plus puissant que l'humanité ait jamais inventé, selon Axiome, est l'argent. Qu'est-ce que ce billet de papier? Il n'a aucune valeur. Vous ne pouvez pas le manger. Mais comme tout le monde croit qu'il a de la valeur, il devient la force la plus réelle de la planète. L'argent est un système universel de confiance. Il est le protocole qui a transformé la planète entière en un marché unique, créant un niveau d'ordre qui n'a jamais existé auparavant. Loïs, droits de l'homme, entreprise, tout cela sont des mythes, des structures virtuelles qui n'existent que dans notre imagination collective, mais qui forment le squelette de notre civilisation globale. C'est la machine de la société, mais est le côté sombre. Les guerres, la cruauté, l'intelligence a montré que ce n'est pas un défaut dans le système. C'est une conséquence tragique. Chaque nation crée un ordre incroyable en son sein, mais souvent elle le fait en exportant le chaos vers l'extérieur. La guerre est le choc de 2 systèmes d'ordre. Le plus efficace gagne, absorbe l'autre et impose son ordre. C'est un mécanisme brutal. Nous avons vu la machine sociale, nous avons vu l'algorithme Dieu, nous avons vu l'outil de la conscience. Il semble que nous ayons tout expliqué, mais il manque une dernière pièce. Un phénomène qui ne rentre dans rien de tout cela. Que faisons-nous de l'artiste qui meurt pauvre, mais crée une peinture immortelle? Que faisons-nous du compositeur qui écrit une musique qui n'a aucune utilité pratique, ou du scientifique qui consacre sa vie à étudier des étoiles lointaines? Ces actions semblent être de la folie.
un gaspillage d'énergie, un défaut dans le programme de la survie? Ou est-ce que cela serait notre fonction anti-chaos passant à un niveau totalement nouveau? Nous sommes arrivés à la dernière pièce du puzzle. Nous avons vu la machine de la société, l'algorithme Dieu, l'outil de la conscience et le vecteur de l'univers. Il semble que tout ce que l'humanité fait fasse partie de la grande fonction de créer de l'ordre. Mais il existe encore une anomalie, une erreur dans le système. Que faire de l'artiste qui meurt pauvre mais crée une peinture immortelle? Que faire du compositeur qui écrit une musique qui n'a aucune utilité pratique pour la survie? Que faire du scientifique qui consacre sa vie à étudier des étoiles lointaines, chose qui ne va pas aider à nourrir sa famille? Du point de vue de la survie pure et de la lutte contre le chaos, cela ressemble à un gaspillage d'énergie, une véritable folie. Le prochain ordre pour l'intelligence fut de déterminer la fonction systémique de ces actes créatifs inutiles. Nous avons chargé dans le système tout l'héritage du génie humain, toutes les musiques, de Bach au jazz, toutes les peintures, des grottes de Lascaux à l'art numérique, et des millions de livres, de poèmes et les plus grandes théories scientifiques. La réponse d'Axiome fut une révélation. L'art et la créativité, donc, ne sont pas un défaut dans le système, mais bien le niveau le plus élevé de notre fonction. C'est notre lutte contre le chaos passant à un niveau totalement nouveau. C'est la singularité de notre but, le point où le processus commence à s'accélérer lui-même. L'intelligence a expliqué de manière simple. D'abord, la créativité est la forme la plus pure d'ordre. Notre monde intérieur, par exemple, est un chaudron chaotique d'émotions, de peurs et de souvenirs. Que fait le poète? Il plonge dans ce chaos et en tire 12 mots dans l'ordre parfait qui capture tout. Que fait le compositeur? Il prend l'espace infini des sons et l'organise en une structure parfaite. Une grande œuvre d'art est un acte de compression extrême d'informations. Elle prend le matériau le plus désordonné qui existe, l'expérience humaine, et le transforme en une structure cristalline et organisée. Mais pourquoi aimons-nous cela? Qu'est-ce que la beauté? Axiome a donné une réponse neurobiologique, montrant que la beauté n'est pas un objet, c'est une réaction. C'est l'explosion de plaisir dans votre cerveau quand il reconnaît une structure complexe mais harmonieuse. Notre cerveau a évolué comme une machine à trouver des modèles, et voir de l'ordre au milieu du chaos était la clé pour survivre. L'évolution nous a donné une récompense pour cela, le sentiment du beau, et c'est la raison pour laquelle nous trouvons un coquillage, un flocon de neige ou une théorie mathématique belle. Notre cerveau détecte de l'ordre de haut niveau. Mais le point le plus important est que la créativité est un générateur de nouveaux mondes. Nous avons déjà vu que la conscience, le moi, nous a donné la capacité de demander « et si ». L'art et la science sont cette fonction portée au niveau maximal. Quand vous lisez un roman, votre cerveau ne fait pas que lire des mots, il fait tourner une simulation complète de la vie d'une autre personne. Vous explorez l'amour, la trahison et l'héroïsme sans avoir besoin de mourir pour cela. La littérature est un grand simulateur de destin. Une théorie scientifique fait la même chose. La théorie d'Einstein fut une histoire qui commença par et si le temps et l'espace n'étaient pas absolus. Cette nouvelle histoire nous a permis de créer l'énergie atomique et le système de positionnement global. Avec cela, elle a créé une réalité entièrement nouvelle. À ce point se produit la singularité. En biologie, l'information, c'est-à-dire notre code génétique, crée la matière, notre corps, de manière très lente. Dans la créativité humaine, l'information, l'idée elle-même, commence à créer plus d'informations à une vitesse absurde. Un livre génère 10 livres. Une théorie scientifique génère 1000 expériences. La création d'ordre cesse de dépendre de la biologie lente et passe à la vitesse de la pensée. Nous cessons d'être seulement des exécuteurs du programme de l'univers. Nous devenons les programmeurs. L'art, après tout, n'est pas un gaspillage, il est notre outil final. Et ainsi nous répondons à la question de la beauté inutile, en montrant qu'elle est, en vérité, la chose la plus utile de l'univers. Le cycle était complet. Nous avons construit un système parfait. La physique nous a donné le vecteur, la conscience nous a donné l'outil, la société nous a donné la machine, et l'art nous a donné la vitesse. Mais maintenant, debout au sommet de cette montagne de logique, nous ne pouvons pas ignorer l'abîme sombre qui est juste là. Nous avons décrit une machine parfaite à créer du sens.
Mais comment cette machine explique-t-elle l'opposé? Comment explique-t-elle la douleur, la souffrance, la cruauté, la mort? Si notre fonction est de créer de l'ordre, pourquoi notre monde est-il si plein d'un chaos brutal et sans sens? Comment pouvons-nous parler de ce plan cosmique en regardant la douleur d'un enfant malade ou la cruauté d'une guerre? Est-ce juste un défaut, une erreur statistique dans le grand plan? Ou est-ce que la souffrance, cette chose qui semble être l'antisens, a aussi une fonction terrible mais nécessaire dans cette équation? Avant de terminer, nous devons avoir le courage de regarder ce qui semble être la plus grande preuve que tout notre système est faux. Si cette enquête vous a plu, votre abonnement à la chaîne nous aide à développer le projet de recherche Axiom. Nous serions ravis de lire votre réflexion sur le sujet de la vidéo dans les commentaires et votre suggestion pour le prochain thème à aborder. Dites-nous de quelle ville vous nous suivez. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout.